Notification des délais et voies de recours. C'est presque même le b.a.-ba du contentieux administratif, car un contentieux commence toujours par cette notification des délais et voies de recours, donc d'où la thématique d'aujourd'hui sur ce sujet-là que nous allons voir ensemble. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important la notification des délais ? Tout même en fait la notification de la décision, parce qu'en vérité, on notifie une décision, et c'est à l'occasion de cette notification qu'on informe le destinataire, l'intéressé, qu'il a un certain délai pour attaquer, et éventuellement l'obligation ou la possibilité d'exercer certains recours. Et c'est cette notification-là de la décision, donc de la future décision litigieuse, qui va être contestée devant le juge, éventuellement, si ce dernier, l'intéressé, exerce son droit au recours. C'est cette notification de la décision qui, premièrement, en contentieux, et c'est ça qui est très important, va faire courir le délai. Le délai de recours contentieux, qui est quand même assez bref, en contentieux administratif, il est de 2 mois. Par exemple, ce délai-là, devant le juge judiciaire, on ne l'a pas. Devant le juge judiciaire, le délai que l'on a pour saisir le juge, c'est le délai de prescription à la limite. Il n'y a pas un délai de recours contentieux parce qu'on n'a pas un acte administratif notifié au justiciable privé qui va déclencher ce délai. Donc c'est vraiment spécifique et propre au contentieux administratif. Donc on prend une décision à l'encontre d'une personne, on va lui notifier, on doit la lui notifier. Dans cette notification, il y a l'indication du délai de 2 mois et le jour de la notification commence à courir mon délai de recours contentieux qui est de 2 mois. Alors la notification, quand on parle de notification, on parle bien évidemment de décision individuelle. Un acte réglementaire n'est pas notifié, un acte réglementaire est publié. Et dans ce cas-là, c'est la date de publication de l'acte réglementaire qui va faire courir les délais. Et dans un acte réglementaire, quand vous vous baladez par exemple sur Légifrance, quand vous regardez les décrets, quand vous regardez les arrêtés, on n'a jamais la mention selon laquelle voilà, tout Français, tout administré dispose de 2 mois pour attaquer le décret, le dit décret, le dit arrêté. Donc hein, vraiment cette notification, c'est propre aux décisions individuelles, et la notification des délais et voies de recours, c'est donc spécifique aux décisions individuelles. Mais la notification, si vous voulez, fait partie de ce qu'on appelle la publication. C'est la publicité de l'acte. À un moment donné, il faut que l'acte soit porté à la connaissance de ses destinataires. Que ce soit par la notification ou que ce soit par la publication, dans les 2 cas, j'ai le point de départ de mon délai de recours contentieux. Ensuite, deuxième élément important pour la notification, c'est que la notification, donc c'est une mesure de publicité, donc, comme on dit, qui va avoir pour objet d'avertir le destinataire qu'une décision administrative a été prise à son encontre, à son égard. Donc là, c'est aussi une mesure d'information. Et surtout, c'est ce qui va permettre l'exécution de la décision. C'est-à-dire qu'un acte réglementaire qui n'est pas publié, il n'a pas de force exécutoire, il ne peut pas être exécuté, être opposable ou tiers. Ben, c'est la même chose pour les décisions individuelles. L'exécution d'une décision nécessite sa notification préalable. Donc la notification, elle est fondamentale non seulement pour rendre exécutoire la décision, mais également pour faire courir ce fameux délai de recours contentieux. Donc la notification de la décision individuelle, tout comme la publication de l'acte réglementaire, c'est une condition sine qua non de l'entrée en vigueur des actes. Si je n'ai pas cette formalité, cette publicité-là, mon acte ne rentre pas en vigueur, donc il n'est pas exécutoire, donc il ne produit pas ses effets. D'où l'importance donc de cette notification. Alors ensuite, c'est bien évidemment la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on notifie une décision?
comment est-ce qu'on notifie? Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques qui encadrent la notification? Est-ce que ça doit être fait dans un délai précis? Alors, comment est-ce qu'on notifie? Alors déjà, il n'y a pas un délai de notification, c'est-à-dire que si j'ai une décision individuelle qui a été prise il y a plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, ben, tant pis pour l'administration. En fait, l'administration n'a pas intérêt à tarder pour publier, non seulement ses actes réglementaires, mais également pour notifier ses décisions individuelles, dès lors que, comme je vous le disais précédemment, c'est ça qui va conditionner l'entrée en vigueur de l'acte. Bien évidemment, quand l'administration prend un acte, sa première préoccupation, c'est que l'acte entre en vigueur le plus rapidement possible et qu'il produise ses effets le plus rapidement possible. Donc, s'il n'y a pas un délai d'intervalle entre la prise de la décision et la notification, donc il n'y a pas un délai à respecter, hein, mais bien évidemment, ça sera fait le plus rapidement possible et ça devra être fait le plus rapidement possible. Ensuite, il faut savoir que la preuve de la publication d'un acte réglementaire ou de la notification d'une décision individuelle va toujours incomber à l'administration. Et quand est-ce que l'administration devra apporter la preuve? Ben, c'est quand elle se prévaut de la forclusion. Alors la forclusion en contentieux administratif, c'est le fait d'être hors délai. C'est-à-dire qu'on a laissé filer ce fameux délai de 2 mois, en principe, pour faire son recours contentieux. Donc on l'a laissé filer, et quand on laisse filer, on est forclos, c'est insusceptible de régularisation. Donc dès lors que l'administration, c'est elle qui va soulever la forclusion au titre de l'irrecevabilité de sa requête, ça sera à elle, si en face le requérant conteste la date de notification ou même conteste tout court l'existence d'une notification ou autre, donc s'il y a une contestation en face de cette forclusion, ou si on essaye de faire jouer le délai de 2 mois en les faisant jouer de quelques jours en disant ben non, en fait l'administration ne me l'a pas notifié tel jour, mais moi j'ai reçu mon courrier tel jour, donc je ne suis pas forclos, ça sera à l'administration d'apporter la preuve non seulement de la publication, mais également de la date certaine à la date à laquelle la décision a été publiée. Et généralement, pour que la preuve soit simple, pour que la preuve soit facile à apporter, on recommande fortement, rigoureusement, même s'il n'y a pas une obligation générale en la matière, il n'y a pas une obligation générale de notification des décisions sous pli recommandé avec accusé de réception. Donc, il n'y a pas un texte qui dit que de manière générale, toutes les décisions de l'administration doivent être notifiées de cette manière. Mais en revanche, bien évidemment, en pratique, c'est important de le faire justement pour apporter la preuve de la notification et pour apporter la preuve de la date de notification qui va faire courir mon délai de recours contentieux. Et s'agissant donc de la notification, donc l'administration n'est pas tenue de manière générale de l'effectuer par pli recommandé. Elle est tenue de le faire si on a un texte spécifique qui oblige la notification par pli recommandé, mais on n'a pas un texte comme ça de manière générale qui impose une telle notification. Et l'usage de la lettre recommandée, donc avec demande d'avis de réception, est de plus en plus répandu et fortement conseillé, dès lors que forcément la notification par courrier simple ou même par un avis recommandé mais sans avis de réception ne permet pas d'avoir la preuve de la date certaine de la réception, car ce n'est pas la date d'envoi qui va faire courir mon délai de recours contentieux, ce n'est pas la date d'envoi, c'est la date de réception. C'est la date de réception qui va faire courir mon délai. Donc d'où l'importance de l'avis de réception, de l'accusé de réception. Et donc le juge administratif considère qu'il appartient à l'intéressé de prendre soin d'avertir l'administration de tout changement d'adresse, parce que bien évidemment, il y a aussi une thématique qui revient, alors pas tout le temps, mais qui revient assez souvent, c'est le pli qui est retourné, le courrier qui retourne à l'administration parce que l'adresse, le destinataire est inconnu, l'adresse est inconnue. Alors là, par contre, bien évidemment, le juge, il ne s'agit pas de valider comme ça le manque de diligence des intéressés. Les intéressés doivent prévenir l'administration du changement d'adresse. C'est-à-dire que si l'intéressé ne prévient pas l'administration du changement d'adresse entre le moment où il a fait sa réclamation, par exemple, entre ses derniers courriers, ses derniers échanges avec l'administration et la notification de la décision finale, si pendant ce laps de temps, il a déménagé, il a changé d'adresse, mais il n'en fait pas part à l'administration, le juge va considérer que l'administration a correctement notifié.
Après, hein, bien évidemment, si l'intéressé avait informé l'administration du changement d'adresse, mais que cette dernière n'en a pas tenu compte, là, effectivement, la notification n'est pas regardée comme étant parfaite. Et là, le niveau de point de départ du délai, ça ne sera pas la date de réception, puisque le courrier n'aura jamais été réceptionné car envoyé à une mauvaise adresse. Et par exemple, quand un intéressé, même quand un agent, puisque le cas de figure s'était présenté pour les agents, quand un agent part en congé, ou quand un intéressé, quand un administré part en congé annuel, qu'il s'absente comme ça pendant une longue période, et le juge considère qu'il lui appartient d'organiser le suivi de ses courriers lors de ses absences. Donc ça aussi, le fait que j'étais en vacances, j'étais en congé, donc j'ai pas pu retirer le pli recommandé, donc j'ai pas pu attaquer dans les délais, c'est un argument qui n'est pas facilement entendable, qui n'est pas admis par le juge, parce qu'il appartient à chacun, bien évidemment, de prendre les précautions quand on s'absente plus de 15 jours, puisqu'on a 15 jours pour retirer justement son pli recommandé. Donc, qu'est-ce qui se passe en cas de retour du pli recommandé? Tout dépend donc du motif de ce retour. Est-ce qu'on l'a notifié à la bonne adresse? Si la réponse est oui, que l'intéressé ne l'a pas retiré, tant pis pour lui, c'est la date de première présentation qui compte. Si on l'a correctement notifié à l'adresse, ou bien qu'on l'a correctement notifié, mais l'intéressé n'est pas allé récupérer son courrier dans le délai de 15 jours parce qu'il était en congé, tant pis pour lui. C'est la date de première présentation qui va faire courir le délai. Donc, quand un pli recommandé retourne à l'administration, c'est la date de première présentation qui fait courir le délai. Alors, sous réserve d'avoir correctement notifié, bien évidemment. Il ne s'agit pas de notifier volontairement à une mauvaise adresse pour faire en sorte que l'acte ne soit pas attaqué, bien évidemment. Mais si le pli retourne à l'administration alors que ça a été correctement notifié, c'est la date de première présentation. Et on exige que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'administration qui doit apporter la preuve de la notification. L'administration doit rapporter la preuve de tout cela, qu'elle a correctement notifié, donc c'est-à-dire qu'elle doit apporter la preuve des mentions précises, claires et concordantes sur l'enveloppe de notification, ou à défaut une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve établissant que le préposé a déposé un avis d'instance. Vous savez, il y a un avis d'instance quand on est absent qui est déposé, on met la cause on met cause absence, on dit que l'intéressé a 15 jours pour aller récupérer son pli recommandé. Et à partir du moment, effectivement, ces diligences ont été effectuées, tout est OK, tout est bon pour faire courir le délai de recours contentieux à compter de cette date, donc du dépôt de l'avis d'instance, si jamais l'intéressé ne va jamais retirer son pli recommandé. Et la production de la copie d'un avis de réception à l'adresse portant la date manuscrite de présentation, le motif de non-distribution et une étiquette indiquant le nom et l'adresse du bureau de poste satisfait à toutes les exigences légales et réglementaires. Et comme je vous le disais, dans l'hypothèse où le destinataire absent lors de la distribution du pli est parti le récupérer dans ce fameux délai de 15 jours dont il dispose pour aller récupérer son courrier, et là, dans ce cas-là, c'est la date à laquelle il a retiré son pli recommandé qui va faire courir le délai de recours contentieux. C'est-à-dire que mon point de départ de mon délai, de 2 mois pour attaquer l'acte, commence à courir à compter du jour de la première présentation si le pli recommandé n'a pas été retiré. Et il va commencer mon délai de 2 mois à courir à compter de la date à laquelle le pli recommandé a été retiré au bureau de poste, même si c'est le 15e jour et le dernier jour. Ensuite, les informations que doit comporter la notification. Donc, quelles sont ces informations? Là, tout ça, c'est pour porter à la connaissance de l'intéressé de l'existence d'une décision potentiellement litigieuse qu'on sait qu'il a intérêt à attaquer ou qu'il va peut-être vouloir attaquer. Et cette notification, la notification, c'est porter à la connaissance, mais c'est également porter certaines mentions.
Et normalement, dans la décision litigieuse, dans la décision individuelle, tout à la fin, on indique ce fameux délai de 2 mois. On indique ce fameux délai de 2 mois pour attaquer la décision devant le tribunal administratif territorialement compétent. Donc, pour que le délai de recours contentieux puisse commencer à courir, encore faut-il que l'administration ait indiqué dans la notification de l'acte ou de la décision le dit délai. L'article R421-5 du Code de justice administrative nous dit « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision. » On a également l'article L112-6 du Code des relations entre le public et l'administration qui dispose « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. » Et que nous dit la réglementation ? Donc l'accusé doit indiquer si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Et dans le premier cas, donc dans l'hypothèse où le silence gardé par l'administration vaudrait décision implicite de rejet, l'accusé de réception de la demande doit mentionner les délais et voies de recours à l'encontre de la décision. Donc ça veut dire que si l'administration ne respecte pas ces dispositions-là, qu'elle n'accuse pas réception d'une demande et qu'elle n'indique pas les délais et voies de recours, ou bien dans sa notification de la décision finale, elle ne dit pas que l'intéressé a 2 mois pour attaquer, et éventuellement les recours que l'intéressé devrait intenter, par exemple le recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le juge, et si l'administration ne respecte pas ces exigences réglementaires, bien évidemment, elle ne va pas pouvoir se prévaloir de la forclusion du fameux délai de 2 mois. Ça serait trop facile. Ça serait trop facile. Dans un arrêt du 4 décembre 2009, le Conseil d'État précise que l'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux, ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas dans l'obligation d'indiquer la possibilité de faire un recours gracieux ou un recours hiérarchique dans le délai de 2 mois. Le recours gracieux, le recours hiérarchique sont facultatifs. À partir du moment où ils sont facultatifs, que l'administration ne l'indique pas dans sa notification, ce n'est pas grave. Donc le juge dit qu'il est loisible d'y ajouter cette mention, mais qu'il n'y a pas une obligation de l'administration de dire que l'intéressé a la possibilité de faire son recours gracieux ou son recours hiérarchique en lieu et place du recours contentieux devant le tribunal. Ou bien devant le Conseil d'État, si c'est le Conseil d'État qui est compétent en premier ressort, bref. Donc là, il n'y a pas une obligation de mentionner ces recours facultatifs, à la différence du recours administratif préalable obligatoire qu'on retrouve par exemple beaucoup chez les militaires, que ce soit en matière d'invalidité ou que ce soit pour toutes les décisions qui touchent à leur situation individuelle, devant la CRM ou devant la CRI. Donc les militaires qui sont largement soumis à ce recours administratif préalable obligatoire. Là, en revanche, quand on notifie à un militaire une décision, il faut bien indiquer le délai de 2 mois imparti, mais surtout l'obligation pour ce dernier de saisir la commission, la CRM ou la CRI, avant de faire son recours contentieux. Ça, par contre, quand il existe un recours administratif préalable obligatoire, l'administration est dans l'obligation de le mentionner. Alors après, la question qui se pose, quand on a vu tout ça, c'est est-ce que le fait de ne pas indiquer le délai de recours contentieux dans la notification de la décision ou éventuellement dans l'accusé de réception de la demande, en cas de décision implicite de rejet, dire que voilà, si 2 mois je ne réponds pas, il naît une décision implicite de rejet et sachez que vous avez 2 mois pour attaquer. La question qui se pose, c'est est-ce que l'absence d'indication du délai a pour effet tout simplement de ne rendre opposable aucun délai de recours contentieux?
C'est-à-dire que soit l'administration dit « vous avez 2 mois pour attaquer, c'est 2 mois », soit l'administration ne dit pas qu'on a 2 mois pour attaquer, et dans ce cas-là, il n'y aurait pas de délai. Pendant très longtemps, ça a été le cas. Pendant très longtemps, l'absence d'indication du délai de recours contentieux dans la notification de la décision dans l'accusé de réception, pendant longtemps, la sanction, c'était pas de délai. C'est-à-dire que l'acte pouvait être attaqué ad vitam aeternam. Ça, c'est terminé depuis 2016 et depuis la fameuse jurisprudence Xabage. Maintenant, aujourd'hui, on sait très bien que une décision qui a été notifiée mais qui ne porte pas mention du délai de 2 mois ne peut pas être attaquée au-delà d'un délai raisonnable qui est aujourd'hui de 1 an, qui a été fixé à 1 an de manière prétorienne par le Conseil d'État. Et cette décision Xabage n'a eu de cesse de s'étendre. Et le seul coup d'arrêt de la décision Xabage, c'est dans le contentieux de la responsabilité administrative, dans le contentieux indemnitaire, où le fait de ne pas mentionner le délai de 2 mois égale pas de délai. Donc, le contentieux de la responsabilité administrative indemnitaire. C'est le seul coup d'arrêt de la jurisprudence Xabage. Sinon, la jurisprudence Xabage a été étendue quasiment à tous les cas de figure. Donc, ce délai de 1 mois, quand bien même l'administration n'aurait pas indiqué dans sa notification le fait que l'intéressé avait 2 mois pour attaquer. Alors, j'en termine avec le cas particulier des agents. Le cas particulier des agents qui mérite un autre exposé et qui sera très certainement le prochain. Donc, le cas particulier des agents. Parce que là, depuis tout à l'heure, ce qu'on dit là, avec l'obligation d'indication des délais et voies de recours, on l'a vu notamment, c'est à travers des dispositions qui sont contenues dans le Code des relations entre le public et l'administration. Or, on a un article L112-2 du Code des relations entre le public et l'administration, justement, qui nous dit « Les dispositions de la présente sous-section », et la sous-section en question, c'est celle qui est relative à l'accusé de réception, avec indication des délais, voies de recours et compagnie. L'article L112-2 nous dit « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ». De toute façon, on dit bien « Code des relations entre le public et l'administration ». Ça exclut les agents qui ne sont pas le public. Ça exclut les agents. Et on a plusieurs articles du Code qui, à chaque fois, excluent les agents. Partant, l'administration n'a pas à accuser réception avec indication des délais et voies de recours quand elle échange avec ses agents. Donc, à partir du moment où il n'y a pas une obligation d'indication des délais et voies de recours, il n'y a pas une obligation d'accuser réception des demandes des agents, bien évidemment, la question qui se pose, comment est-ce que ça s'articule en termes de point de départ du délai de recours contentieux? Par exemple, un accusé de réception qui ne dit pas que l'agent a 2 mois, que le silence gardé par l'administration vaut décision implicite de rejet et que l'agent a 2 mois pour attaquer, si l'agent n'attaque pas dans le délai de 2 mois, est-ce qu'il a la jurisprudence Xabage pour pouvoir le faire? Ou est-ce que c'est 2 mois et rien d'autre? Et ça, on le verra la prochaine fois, parce que ça mérite des développements supplémentaires et que pour les agents, il y a des dispositions spécifiques qui ne rendent pas forcément simple cette question de délai de notification s'agissant des agents publics.